Alors bonjour à tous, je m'appelle Laura Vanek, je suis médecin généraliste à Saint-Denis en Île-de-France et je vais vous présenter mon travail de thèse qui s'intitulait Évaluation de l'état de santé des aidants après l'admission de leurs proches âgés aux urgences. Il s'agissait de l'étude ETAPU. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Donc aujourd'hui en France, on estime qu'il y a environ 4 millions d'aidants qui assistent un proche âgé en perte d'autonomie. On sait que le nombre de proches aidants il va continuer d'augmenter dans les prochaines années, notamment lié au vieillissement de la population. Or, le statut d'aidant, c'est pas sans conséquence sur la santé, puisque les études, elles ont montré que les aidants, ils étaient plus à risque de troubles anxio-dépressifs, de troubles du sommeil ou de mésusages médicamenteux. Les aidants, ils vont également rapporter fréquemment des troubles musculo-squelettiques, sont à risque d'hypertension artérielle ou de coronoropathie. Et d'après certains auteurs, la mortalité des aidants familiaux serait accrue par rapport à celle de la population générale. Enfin, le renoncement aux soins, c'est également une problématique importante dans le suivi médical des aidants, puisqu'on estime qu'un aidant sur 5 va renoncer à consulter pour lui-même, mettant en priorité la santé du proche qui l'accompagne. Le statut d'aidant, ça peut donc induire une charge qui est aussi appelée fardeau. Le fardeau, c'est la charge émotionnelle, physique et financière que représente pour un proche aidant la prise en charge d'une personne en perte d'autonomie. Le fardeau de l'aidant, il va varier selon les situations auxquelles ces derniers vont devoir faire face, selon également les pathologies du proche qu'ils accompagnent. Et donc nous avons voulu nous intéresser plus particulièrement à l'évolution du fardeau après l'admission d'un patient âgé aux urgences. Les patients de plus de 75 ans, ça représente plus de 10% des admissions dans les services des urgences en France. Et donc c'est un événement qui est fréquent pour les patients âgés et qui n'est pas sans risque. Moins de la moitié des patients qui consultent aux urgences vont pouvoir retourner à domicile et il existe un risque de déclin fonctionnel élevé, ce qui peut augmenter leurs besoins en santé. Cependant, il y a peu d'études qui se sont intéressées aux conséquences de cet événement sur la santé des aidants. Donc pour étudier l'évolution du fardeau des aidants après l'admission de leurs proches aux urgences, on a réalisé une étude observationnelle, descriptive, analytique et longitudinale de septembre 2022 à avril 2024. Il s'agissait d'une étude multicentrique qui a été promue par le Gérondif, qui est le Gérontopole d'Île-de-France. On a inclus les DIAD qui étaient constitués des patients âgés de plus de 75 ans qui consultaient aux urgences et de leurs aidants. Les patients devaient avoir été admis aux urgences pendant moins de 48 heures avant de finalement retourner à domicile et devaient avoir bénéficié d'une évaluation par les équipes mobiles de gériatrie. Les critères d'exclusion concernaient les patients hospitalisés après leur admission, les patients admis pour urgence vitale, les patients vivant en EHPAD, l'existence d'une barrière de la langue, l'absence d'aidant identifié, l'opposition orale à la recherche, et les patients qui présentaient des troubles cognitifs sévères ou qui étaient sous tutelle ont également été exclus de l'étude. Donc cette étude, elle a eu lieu en 2 étapes. La première, c'était J0, en fait, le moment de l'admission du patient aux urgences. Donc à cet instant, il y a 2 questionnaires qui ont été remplis. Un premier questionnaire patient, qui était rempli par les équipes mobiles de gériatrie. Et le deuxième questionnaire, c'était donc le questionnaire patient, qui pouvait être rempli ou en format papier pour les aidants qui étaient présents aux urgences, ou via un entretien téléphonique réalisé par les EMG, ou via un questionnaire qu'on leur envoyait sur Internet. Les aidants qui avaient rempli ce premier questionnaire à J0 ont été recontactés au bout de 1 mois par moi-même pour réaliser un entretien téléphonique afin de réévaluer leur état de santé. L'objectif principal, c'était donc de décrire l'évolution du fardeau des aidants 1 mois après l'admission de leurs proches aux urgences. Et pour cela, on a utilisé l'échelle du Minizarit. C'est l'échelle que je vous ai remise ici. Donc c'est une échelle qui est courte, qui est constituée de 7 questions et qui permet de classer le fardeau des aidants en 4 catégories selon un score obtenu sur 7. Les 4 catégories étant un fardeau absent, léger, modéré ou sévère. Nous voulions également décrire les caractéristiques des patients âgés qui consultaient aux urgences et celles de leurs aidants. Et nous voulions identifier les caractéristiques qui pouvaient être associées à un fardeau modéré à sévère chez les aidants au moment de l'admission de leurs proches aux urgences. Nous voulions également identifier les caractéristiques des aidants et des patients qui pouvaient être associées à une majoration du fardeau à 1 mois. Et nous voulions décrire l'évolution de la qualité de vie des aidants à 1 mois. Et pour cela, on a utilisé l'échelle SF12. Donc, je vous ai remis ici le diagramme de flux. Donc, on a inclus 125 DIAD. Parmi elles, il y a finalement 120 aidants qui ont rempli le questionnaire à J0. Lors du suivi, il y a 3 patients qui sont décédés, 2 aidants qui ont été perdus de vue et 2 aidants qui n'ont pas été recontactés à 1 mois parce qu'ils avaient rempli le questionnaire initial trop tardivement. Donc, au total, il y a 113 aidants qui ont rempli le questionnaire de réévaluation au bout de 1 mois. Les patients inclus dans l'étude, ils avaient en moyenne 85,6 ans et 71% d'entre eux étaient des femmes. Concernant leur autonomie, donc ils avaient des scores d'ADL médian de 4,5 sur 6 et des scores d'IADL médian de 1 sur 4.
On suspectait la présence de troubles cognitifs chez 55% des patients et il existait un risque de réhospitalisation élevé pour 78% des patients. Les aidants de l'étude avaient, eux, en moyenne 61,2 ans et 70% d'entre eux étaient des femmes. 45% avaient une activité professionnelle. Il s'agissait des enfants du patient dans 68% des cas et du conjoint dans 19% des cas. 40% des aidants de l'étude avaient abordé leur statut d'aidant avec leur médecin traitant et 22% déclaraient avoir renoncé à des soins médicaux pour eux-mêmes dans les 6 mois précédant l'admission de leurs proches aux urgences. Donc, j'ai remis au milieu de la diapo la répartition du niveau de fardeau à l'inclusion. Et donc, en fait, le niveau de fardeau moyen obtenu par le Minizarit, il était de 3,2 sur 7. Les aidants les plus à risque d'avoir un fardeau modéré à sévère au moment de l'admission, c'était les aidants dont le proche avait des niveaux d'autonomie faibles, si le proche bénéficiait d'un nombre d'heures élevé d'aide professionnelle par semaine et si le proche était bénéficiaire de l'APA. Les aidants les plus à risque d'avoir un fardeau élevé étaient également les aidants jeunes, les femmes, ceux qui vivaient seuls ou avec 2 personnes ou plus, ceux qui avaient une activité professionnelle, les enfants du patient, ceux qui aidaient leurs proches au lever et au coucher, ceux qui déclaraient renoncer à des soins médicaux et ceux qui avaient un score de qualité de vie mentale basse. Concernant l'évolution du niveau de fardeau entre J0 et M1, on observe une modification statistiquement significative du score obtenu au Minizarit, avec un score qui passe de 3,3 sur 7 à l'inclusion à un score de 3,7 au bout de 1 mois. Les aidants les plus à risque de voir leur fardeau augmenter 1 mois après l'admission de leurs proches aux urgences étaient les aidantes femmes et les aidants qui avaient un niveau de fardeau bas au moment de l'admission. Enfin, concernant l'évolution de la qualité de vie au bout de 1 mois, il n'a pas été observé de modification statistiquement significative des scores de qualité de vie physique et mentale. Donc, cette étude elle a montré que le fardeau des aidants augmentait après 1 mois après l'admission de leurs proches aux urgences. C'est particulièrement vrai pour les femmes et pour les aidants qui avaient un niveau de fardeau bas à l'admission. Et cette évolution, elle se fait indépendamment de l'état de santé du proche qui a été admis aux urgences. Concernant les forces et les limites de cette étude, donc il s'agit d'un travail original et innovant. C'était une étude longitudinale et multicentrique. Afin de faciliter la participation à la recherche, il a été proposé aux aidants de remplir le premier questionnaire de 3 manières différentes, par téléphone, en papier ou via un questionnaire en ligne. Et il y a eu peu de perdus de vue, ce qui souligne l'adhésion des aidants à participer à ce genre de recherche. Ce travail il présente quand même certaines limites. La première, c'est le taux de participation à l'étude qui est inconnu. On ne sait pas le nombre de DIAD qui auraient pu participer à l'étude mais qui a finalement refusé, ce qui peut représenter un biais de volontariat. Il est possible qu'il y ait eu un biais de sélection. On n'a pas pu proposer à tous les patients de plus de 75 ans qui consultaient aux urgences de participer à l'étude. Il est possible qu'il y ait eu un biais de désirabilité sociale. C'est parfois difficile pour les aidants d'évoquer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur relation d'aide et ça a pu modifier les réponses obtenues à notre questionnaire. Et enfin, il y a pu y avoir un biais d'évaluation lié aux différentes modalités de remplissage du questionnaire J0 pour les aidants. Et pour limiter ce biais, en fait, tous les aidants qui ont été recontactés au bout de 1 mois ont été faits par la même personne et via un entretien téléphonique pour tous. Donc pour les perspectives, il semble intéressant d'inclure le repérage des aidants en difficulté dans l'identification des patients âgés à risque de réadmission précoce. Et par là, j'entends qu'en fait, on pourrait ajouter le fardeau de l'aidant dans les facteurs de risque de réadmission d'un patient âgé qui consulte aux urgences. Il est important de sensibiliser les aidants à se reconnaître en tant que tels. Beaucoup d'aidants ne savent pas qu'ils accompagnent un proche au quotidien. Et il est important que les médecins généralistes identifient mieux au sein de leur patientèle les aidants familiaux afin de leur proposer une consultation dédiée et une prise en charge personnalisée. En fait, on a vu que 40% des aidants, donc moins de la moitié des aidants de l'étude, abordaient ce statut avec leur médecin. Et donc, il est important de les accompagner au mieux. Donc, en conclusion, les aidants familiaux, ça représente un groupe vulnérable au sein de la population générale. L'admission de leurs proches aux urgences, c'est un événement à risque pour leur santé, puisqu'on a vu que c'était associé à une augmentation de leur niveau de fardeau. Il est donc important de sensibiliser les aidants sur cette étape à risque de leur parcours de soins et de les inciter à consulter leur médecin afin de discuter en tout cas de leur situation. Et il faut également sensibiliser les soignants sur l'état de santé des proches de nos patients âgés. Merci de votre attention. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Merci. Bonjour, Thomas de Marseille.
Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très clair et très agréable. J'ai une question, vous avez beaucoup insisté sur le mot femme. Est-ce que vous avez pu découvrir, en tout cas, est-ce que vous avez une explication sur la féminisation, la fragilité de l'aidant, des complications qui en surviennent ? En fait, c'est décrit dans la littérature qu'être une femme, qu'être une aidante femme, c'est un facteur de risque d'avoir un fardeau élevé. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a notamment le fait que les hommes et les femmes ne fassent pas les mêmes tâches auprès de leurs proches. Par exemple, les femmes, donc en tout cas déjà les femmes, elles accordent plus de temps à l'aide. Le fait d'accorder beaucoup d'heures à son proche, c'est aussi un facteur de risque de fardeau. Et les femmes, elles vont plutôt s'occuper des tâches administratives, des tâches physiques comme aide à la toilette, aide à l'habillage. Les hommes, ils vont plutôt s'occuper d'accompagner les proches à l'extérieur. Donc finalement, les tâches réalisées par les aidants et les aidantes ne sont pas les mêmes et ont probablement un impact différent selon le sexe, quoi. Merci beaucoup. Après, ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est quand ils vont à l'hôpital, ils ont une perte d'autonomie qui s'est majorée. Souvent, celui qui va à l'hôpital, c'est celui qui a les aides à domicile, et l'autre, il les a pas. Donc, les retours à domicile, c'est pour maintenir les aides à domicile, parce que autrement, s'ils vont à SSR, il n'y a plus l'aide au ménage, il n'y a plus l'aide. Donc, souvent, il y a des retours anticipés au domicile. Est-ce que ça a été observé dans votre étude que les retours, c'était au bout de 48 heures. Est-ce que c'était des retours choisis ou est-ce que c'était des retours par dépit, c'est-à-dire par manque de place dans les SSR, des choses comme ça? Alors ça, on n'a pas récolté ce genre de données. Par contre, ce qui a été intéressant de voir dans l'étude, c'est que finalement, le fait d'avoir des aides professionnelles ou non, ça n'influençait pas du tout après sur l'état de santé des proches du patient. C'était plutôt, et même contrairement, plus on avait d'aide professionnelle à domicile, plus l'aidant était à risque d'avoir son fardeau qui augmentait, alors qu'on aurait pu penser que c'était l'inverse. Mais pour le coup, on ne sait pas s'il y a eu des retours à domicile qui ont été précipités par le fait qu'il y avait des aides à domicile déjà en place pour les patients. Ça, je n'aurais pas la réponse. Bonjour, Manuel de Marseille, merci pour cette présentation. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une moyenne d'âge des aidants et est-ce que l'âge des aidants joue aussi dans votre étude, en fait, dans l'impact du fardeau? Alors oui, nous, les aidants, ils avaient en moyenne 61 ans environ, ce qui correspond aussi à l'âge moyen des aidants en France. Et c'est vrai que dans les... attendez... La deuxième question, c'était est-ce que l'âge influence sur le fardeau? En fait, au bout de 1 mois, non. Ça, c'est pas un facteur de risque péjoratif de voir son fardeau évoluer. Par contre, plus on est jeune, plus on est à risque d'avoir un fardeau qui est déjà élevé au moment de l'admission du patient aux urgences. Je sais pas si c'est clair. Oui, moi je suis Lorraine, je suis interne à Marseille. Je suis déjà hyper étonnée du résultat, alors même que je voyais dans les critères d'inclusion, du coup, que c'était que les patients qui avaient été évalués par une équipe mobile de gériatrie. Est-ce que ces patients, il y avait des choses qui avaient été mises en place, du coup, par les équipes mobiles et réévaluées et pour les aidants, ou du coup, rien n'avait été fait justement pour peut-être pas modifier les résultats de l'étude? Alors en fait, ça, on a laissé le choix à chaque centre investigateur de faire selon ses propres pratiques. Donc il y a 3 ou 4 centres qui mettaient en place un suivi après l'inclusion, donc qui était réalisé habituellement par les équipes mobiles de gériatrie. Donc ça pouvait être par exemple recontacter le médecin traitant, aider à la mise en place d'aide professionnelle au domicile, ou ça peut être de l'accompagnement aux aidants. Il y a un centre qui proposait des consultations d'aidants après une admission aux urgences d'un patient âgé. Et il y a des centres, pour le coup, qui ne faisaient pas de suivi particulier. Et donc ça, on a analysé pour voir si ça change, si ça avait des conséquences sur l'évolution du fardeau. Et pour le coup, ça n'en a pas. On ne sait pas si c'est parce qu'il y a trop de disparités entre les centres et que les centres ne faisaient pas exactement les mêmes suivis. Mais en tout cas, dans l'étude, ça ne ressortait pas. Bonjour et merci pour votre travail. Je m'interrogeais sur les résultats du fardeau au moment de l'admission du patient aux urgences. Il me semble que le fardeau est plus important pour les jeunes, ou en tout cas pour les enfants, c'est ça, à l'admission. Et ça me surprenait pas mal. J'aurais pensé que ça serait un fardeau plus lourd pour les conjoints, du fait de leur comorbidité potentielle, au vu de l'âge des patients. Et donc je me demandais si vous aviez des éléments d'explication de ce résultat qui paraît un peu surprenant.
En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les aidants qui sont les enfants de leurs proches, c'est des aidants qui ont une activité professionnelle, donc qui doivent conjuguer entre leur vie de tous les jours, leur vie professionnelle, leur vie personnelle et leur vie d'aidant, alors que les personnes qui accompagnent leurs conjoints, en tout cas dans l'étude, c'était souvent des conjoints qui étaient eux-mêmes âgés et qui étaient baignés dedans, où c'était leur quotidien, ils avaient plus de facilité à trouver un équilibre. Bonjour, Samuel Bouillet de Besançon. Est-ce que vous aviez évalué si, dans le mois entre l'admission aux urgences et la révélation, s'il y avait eu un autre souci de santé? S'ils avaient dû repasser aux urgences, s'ils avaient eu... Alors non, c'était pas du tout dans le questionnaire de réévaluation. Moi, comme j'ai passé les appels, parfois j'ai appris que le patient, en effet, avait été réhospitalisé ou il avait été admis en rééducation. Mais c'est vrai initialement, on s'était pas dit qu'on allait poser la question. Mais ça aurait été intéressant d'avoir ces données, en effet. Bonjour, Maya Olvart, médecin généraliste en Allemagne, mais j'ai exercé en France avant. Moi, je me posais la question, est-ce que vous avez étudié le lien médecin traitant? Est-ce que l'aidant et le patient avaient le même médecin traitant dans le poids du fardeau? Parce que moi, en tant que médecin traitant, je trouvais que d'avoir conscience en fait de la situation de l'aidant à domicile, en suivant aussi la personne, moi-même, ça me permettait vraiment d'avoir une idée de ce que ça pouvait être aussi à la maison pour l'aidant. Je ne sais pas si ça a été étudié aussi, c'est sorti. Non, on n'a pas posé la question s'ils avaient le même médecin traitant ou pas. Par contre, dans le questionnaire de réévaluation à 1 mois, on leur demandait si le patient qui avait été admis aux urgences avait reconsulté son médecin ou si le proche, donc si l'aidant avait également reconsulté son propre médecin pour lui-même. Mais on n'a pas essayé de différencier à savoir si le suivi était conjoint par le même médecin ou si c'était 2 médecins différents. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Non. Eh bien, merci beaucoup. Merci.